Bonjour, nous allons étudier aujourd'hui la réplication de la molécule d'ADN ou sa duplication. Nous savons maintenant que l'ADN contient toute l'information génétique nécessaire pour qu'une cellule puisse synthétiser ce dont elle a besoin pour survivre et se reproduire. Il est important de savoir aussi qu'à chaque division cellulaire, cette information doit être transmise fidèlement aux cellules filles. Et pour être transmise à la génération suivante, l'information doit être répliquée ou dupliquée. Et comme il existe des différences dans la réplication suivant que l'on considère les individus prokaryotes ou eucaryotes, j'expliquerai dans ce cours la réplication chez les prokaryotes. Celle des eucaryotes sera traitée prochainement. Quelle est la caractéristique fondamentale de la réplication? Je l'expliquerai par cette expérience réalisée par Messelson et Stahl en 1958. Regardez ce schéma. L'explication va de gauche à droite. Donc, l'expérience a été réalisée sur la bactérie Escherichia coli et se déroule en plusieurs étapes. Les bactéries, avant l'expérience, se divisent pendant plusieurs générations dans un milieu contenant du N15, isotope lourd. N, c'est de l'azote. Par conséquent, au début de l'expérience, tout l'ADN est essentiellement uniformément marqué avec du N15 et a une densité lourde. Les cellules sont ensuite transférées dans un milieu contenant du N14, un azote avec un isotope léger. L'ADN est isolé à partir d'échantillons de cultures prélevées à différents temps. Après une génération, T1, deux générations, T2, et trois générations, T3. Qu'allons-nous obtenir? Au début de l'expérience, au temps zéro, tout l'ADN est lourd, marqué avec du N15. Là, je l'ai coloré en jaune. Après transfert des bactéries dans le milieu N14, nous avons ces résultats. Regardez, après une génération plus tard, au temps T1, tout l'ADN a une densité hybride, ce qui indique que les molécules répliquées contiennent des quantités égales de deux isotopes d'azote. Chaque molécule contient
un brin marqué par l'isotope N15 et un brin marqué par l'isotope N14. Après une seconde génération dans le milieu N14, la moitié de l'ADN a la densité de l'ADN marqué avec du N14 sur les deux brins et l'autre moitié a une densité hybride. Donc 50% d'ADN léger et 50% d'ADN hybride. Après 3 générations, autant T3, 6 molécules sur 8 ont la densité de l'ADN avec du N14 et 2 molécules sur 8 ont une densité hybride, donc 3 quarts légers et 1 quart hybride. La conclusion que nous pouvons tirer de cette expérience est que le mode de réplication est semi-conservatif et donc la caractéristique de la réplication est semi-conservative. Comment peut-on définir la réplication semi-conservative? Cela veut dire que sur les deux brins de toute molécule d'ADN, il y a toujours un brin d'ADN ancien qui provient de l'un des deux brins de l'ADN parental et un brin jeune nouvellement formé. Comme vous voyez sur ce schéma, à chaque réplication, il se produit une séparation des deux brins d'ADN parental par simple rupture des liaisons hydrogènes entre les paires de bases complémentaires. Une fois séparés, chaque brin servira de modèle pour la synthèse d'un nouveau brin complémentaire. Nous obtenons donc deux molécules d'ADN identiques, chacune des deux contenant un brin parental et un brin fils. Ce schéma, je l'ai mis en remarque. Pourquoi? Parce qu'il montre le résultat qu'on attend s'il s'agit d'une réplication conservative. Cela vous permettra de faire la comparaison. Notez ici qu'après 2 générations, il ne se forme jamais de molécules hybrides entre un brin léger et un brin lourd. L'existence de molécules de densité hybride permet de rejeter l'hypothèse de la réplication conservative. Et donc là, nous confirmons bien que la réplication de la molécule d'ADN est semi-conservative. Plusieurs éléments sont nécessaires à la réplication. Premièrement, la nécessité
d'un ADN parental. Pour créer une réplique, il faut par définition apporter un modèle. Il en est de même pour la synthèse d'ADN. Donc, la réplication se fait toujours à partir d'un modèle d'ADN. On dit d'une matrice d'ADN. Deuxièmement, la nécessité de nucléotides. L'ADN étant constitué de nucléotides, il faut donc la présence, évidemment, de nucléotides propres à l'ADN, à désoxyribose, avec l'adénine, la cytosine, la guanine et la thymine et non l'uracile, sous forme nucléosides triphosphates. Ces nucléosides triphosphates apporteront ainsi l'énergie nécessaire à la réaction. Troisième élément, la nécessité d'enzymes. Lors de la réplication, de nombreux enzymes vont intervenir, par exemple, pour permettre aux deux brins parentaux d'ADN de s'écarter, pour accrocher les nucléotides les uns aux autres, et encore pour d'autres réactions que vous allez découvrir à la suite de ce cours. La nécessité de Mg2+, de magnésium, indispensable à la synthèse d'ADN. C'est un catalyseur. Il fonctionne comme cofacteur pour l'activité de l'enzyme en aidant à l'incorporation des nucléotides pendant la polymérisation. Mécanisme de la réplication. Commençons d'abord par l'origine ou point d'initiation. Chez les prokaryotes, les bactéries, la réplication débute en un point précis du chromosome, dit point d'initiation ou origine de la réplication, ORI. Regardez sur le schéma à gauche. On dit que la réplication est bidirectionnelle, c'est-à-dire à partir de ce point d'initiation, la réplication procède dans deux directions opposées, jusqu'à ce que l'ADN soit dédoublé et que deux chromosomes se soient formés. Ce schéma le montre bien. La région où la double hélice est déroulée et le nouvel ADN synthétisé est appelée fourche de réplication, du fait de sa structure en forme de Y. Donc là, il y a deux fourches de réplication qui commencent à chaque origine et se déplacent dans des directions opposées. Chacune s'éloigne de son origine à une vitesse d'environ 500 nucléotides par seconde, jusqu'à ce que l'ADN du chromosome bactérien circulaire soit répliqué. L'addition des nucléotides. Regardez à gauche. La réplication de l'ADN se produit dans le sens 5' vers 3'. Donc, l'addition des nucléotides se fait dans le sens 5' vers 3'.
de façon antiparallèle et complémentaire, selon les règles classiques d'appariement, c'est-à-dire qu'en face de A, nous aurons T et en face de C, nous aurons G. Regardez à droite. La réplication est continue pour un brin, il est dit précoce ou avancé, et discontinue pour l'autre brin, il est dit retardé. On sait que la synthèse d'un brin d'ADN n'est possible que dans le sens s''V vers 3'. De ce fait, les nucléotides peuvent se lier de façon continue au niveau de l'extrémité 3' de l'un des deux brins parentales. Ici, il se trouve vers le haut. Par contre, pour l'autre brin parental, celui du bas, les nucléotides ne peuvent pas se lier à l'extrémité S'I'. Alors, comment la synthèse de ce brin retardé peut-elle se produire de S'I' vers 3'? La solution à ce problème a été trouvée lorsque l'on a compris que la synthèse de ce brin est discontinue. En effet, cette synthèse se fait par addition successive de petits fragments. Regardez le numéro 1, 2, 3. Donc, l'addition successive de petits fragments d'ADN appelés fragments d'Okazaki. Ces petits fragments d'ADN sont synthétisés dans le sens contraire de la direction générale de propagation, à reculant, en retournant le dos, mais sont bien synthétisés de façon antiparallèle par rapport au brin modèle d'ADN. Cette synthèse discontinue est légèrement en retard par rapport à la synthèse continue de l'autre brin, d'où les appellations de brin retardé et brin précoce. Beaucoup d'enzymes sont nécessaires à la réplication. Je vous ai donné toute une liste ici. Chaque enzyme a un rôle important à jouer. Premièrement, la protéine DNA qui reconnaît le site d'initiation à la réplication ORI et s'y fixe. Ensuite, l'hélicase déroule une double hélice d'ADN en supprimant les liaisons hydrogènes qui unissent les bases complémentaires. Elle agit donc comme un ciseau. Regardez le schéma en bas à gauche. Une fois les deux brins d'ADN sont séparés, des protéines SSB se fixent sur chacune des chaînes de l'hélice parentale. Elles empêchent que les deux chaînes ou bien les deux brins ne se réapparient. Et elles empêchent aussi qu'une chaîne se replie sur elle-même en formant une boucle.
les topoisomérases, en particulier la gyrase, relâchent les contraintes de torsion de l'ADN, car lorsque la double hélice se déroule dans une région, cela provoque un surenroulement positif qui crée une tension. Donc la gyrase a pour rôle de prévenir ce genre de difficultés et forme des supertours négatifs. Donc la gyrase clive et fait tourner le duplex pour supprimer le stress de torsion accumulé. Comment peut commencer la synthèse d'un brin d'ADN? C'est là que va intervenir l'ARN polymérase. En effet, cette enzyme est capable de commencer une chaîne d'acides nucléiques. La synthèse d'un nouveau brin d'ADN commence par un petit fragment d'ARN de 4 à 12 nucléotides. On dit par une amorce d'ARN, grâce à une ARN polymérase qu'on appelle primase. Maintenant, après avoir synthétisé ce fragment d'ARN qui est l'amorce, l'ADN polymérase 3 se fixe et prendra le relais, allongeant l'amorce par de l'ADN cette fois. Le brin précoce n'a besoin que d'une amorce au niveau du site de réplication. Par contre, pour le brin tardif, ces amorces sont produites à intervalles réguliers où elles sont prolongées par l'ADN polymérase 3 pour initier chaque fragment d'Okazaki. La synthèse de chaque fragment d'Okazaki se termine lorsque cet ADN polymérase 3 rencontre l'amorce d'ARN attachée à l'extrémité s'' du fragment précédent. Maintenant, l'ADN polymérase 1. Regardez le schéma de droite. Les amorces d'ARN seront ensuite détruites, hydrolysées et remplacées par l'ADN. C'est le même enzyme qui enlève les amorces d'ARN et resynthétise à la place de l'ADN. Cette enzyme est donc douée à la fois de propriétés exonucléases s''n' vers 3' qui lui permet d'éliminer les amorces d'ARN par hydrolyse et de propriétés polymérasiques permettant d'ajouter des désoxyribonucléotides en 3' du fragment d'ADN précédent. On voit bien ici sur cette figure toute cette explication. Ensuite, vous avez la ligase. Elle a quoi comme rôle la ligase? Les fragments d'ADN ainsi libérés
de leur amorce d'ARN seront soudés les uns aux autres par une ligase. La remarque que je vais faire est que l'ADN polymérase 3 ainsi que l'ADN polymérase 1 peuvent aussi agir comme des exonucléases 3' vers 5'. Elles relisent le dernier nucléotide mis en place. S'il existe par hasard une faute d'appariement, elles retirent ce dernier nucléotide et le remplacent par le nucléotide approprié. Ce mécanisme assure une très bonne fidélité à la réplication. Donc l'ADN polymérase fonctionne comme une enzyme autocorrective, supprimant ses propres erreurs de polymérisation lors de son déplacement le long de l'ADN. Après avoir donné le rôle de tous ces enzymes, je peux vous parler maintenant des étapes de la réplication. Il existe 3 étapes: l'initiation, l'élongation et la terminaison. On sait que le chromosome d'Escherichia coli est circulaire. Là, je vous ai représenté un schéma avec un petit fragment pour vous expliquer. Sachant qu'il est circulaire, il ne faut pas l'oublier. La première étape, l'initiation à la réplication. Il y a d'abord la reconnaissance des séquences d'origine de la réplication ou site d'initiation, appelé oricée chez Escherichia coli. Donc la reconnaissance des séquences d'origine par la protéine initiatrice DNA-A. Cette protéine se fixe à cette séquence spécifique et permet l'ouverture localisée à ori de l'ADN bactérien et l'entrée de l'hélicase qui va dérouler la double hélice dans les 2 directions par rupture des liaisons hydrogènes présentes entre les 2 brins. Il y a une hélicase par fourche de réplication. Ne l'oubliez pas. Ici, vous remarquez sur ce schéma que je vous ai représenté une seule fourche de réplication. L'hélicase, qui est colorée en jaune, sépare les 2 brins d'ADN et les protéines SSB, appelées protéines déstabilisant l'hélice, se fixent sur chacun des 2 brins pour les empêcher de s'unir par complémentarité. Les topoisomérases, notamment la gyrase, regardez à gauche, relâchent les contraintes de torsion de l'ADN. Elles sont présentes en aval de la fourche, c'est-à-dire en avant de la fourche. Dès la séparation des brins par l'hélicase, commence le travail de la primase qui synthétise une amorce d'ARN. On passe maintenant à la 2e étape,
L'élongation. L'ADN polymérase 3 se fixe sur l'amorce d'ARN et prend le relais. Elle accroche les désoxyribonucléotides et l'élongation donc désigne la synthèse de l'ADN lors de la propagation des fourches de réplication. Cette synthèse se fait de manière antiparallèle et complémentaire à l'ADN parental. L'ADN polymérase 3, comme vous voyez sur ce schéma, se déplace de façon continue le long de la matrice du brin précoce, le brin du bas. Et elle se déplace de façon discontinue le long du brin tardif, le brin du haut. Ensuite, l'ADN polymérase 1 élimine les amorces d'ARN en les remplaçant par de l'ADN. Et enfin, la ligase permet la liaison des fragments entre eux. Troisième étape, la terminaison. La réplication se termine lorsque les fourches de réplication se rencontrent au niveau de sites de terminaison, appelés terres, sites reconnus par la protéine TUS, qui en se fixant sur les sites terres arrêtent la progression des fourches. Le chromosome d'Escherichia coli étant circulaire, les deux copies doivent se séparer après réplication. C'est là que va intervenir une topoisomérase spécifique, c'est la topoisomérase 4, qui sépare les deux molécules d'ADN. J'arrive à la fin de ce cours. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire et je vous invite à suivre mon prochain cours qui traite la réplication chez les eucaryotes. À la prochaine!